Bonjour à tous. Alors, hop, c'est bon, voilà. C'est bon, ça marche F12. Ah, je suis pas sur le bon écran. Effectivement. C'est F11, oh, ça va. Voilà. Donc, déjà, qui on est? Donc, je vais laisser Maxence se présenter, puis je vais parler après. Donc moi, Maxence de Montausan, j'ai 10 mois d'expérience moi chez OLSNCF.com. J'ai commencé en avril, je suis entré dans la vie professionnelle en avril. Avant ça, j'ai fait quelques expériences, entre autres dans la recherche. Et voilà, je suis passionné par les nouvelles technologies, l'open source et tout l'environnement DevOps qui est en train de se créer par chez nous. Voilà, et accessoirement, c'était mon stagiaire. Donc bref, et moi de mon côté, je suis développeur avant tout. Architecte, parce que les clients ne comprennent pas forcément que je suis développeur avant tout. Et j'ai à peu près 10 ans d'expérience. J'ai travaillé dans les grands groupes bancaires, SG, HSBC. Et puis là, je suis chez SNCF.com, donc dans une équipe d'architectes un peu transverse. Ils sont en train en fait de se réorganiser pour mettre en place une organisation DevOps. Et dans ce principe-là, leur grande idée, c'est que les équipes d'archi transverse qui s'occupaient de la prod telle que la nôtre, on commence à utiliser, à mettre en place des outils DevOps pour le dev et pour les exploitants. Donc on est typiquement dans cette mouvance et dans cette utilisation des outils. Donc en l'occurrence, Docker c'est quoi? Vous vous doutez bien que c'est pas ça, mais c'est un outil qui nous permet de gérer des problèmes qu'on a rencontrés concrètement dans nos jobs. En l'occurrence, là je vais donner 2-3 exemples. Bon, moi j'ai déjà vu des bugs qui se sont jamais reproduits dans des environnements de dev parce que la prod et le dev n'ont juste rien à voir, du genre le développeur utilise du Tomcat et en prod c'est du WebSphere. Bon, bah oui, parce qu'en fait les devs s'amusent à utiliser absolument aucune couche de J2E, ils font que du Spring. Donc forcément, on peut retomber sur des bugs qui appartiennent uniquement à l'environnement WebSphere et qu'on ne verra pas, qui appartiennent au serveur d'application qui porte en fait, et qui a des libs qui sont dans des versions différentes de ce que propose par exemple Tomcat. Moi j'avais vu quoi aussi? Oui, évidemment, des versions de Java différentes, ça je pense, ou des versions de briques techniques différentes, je pense que vous l'avez tous plus ou moins rencontré. Une application, alors ça c'était plus rigolo, une application qui est censée imprimer des choses, donc des gens qui recevaient des PDF, et qui s'est mis du jour au lendemain à plus fonctionner, simplement parce qu'ils ont mis à jour les machines, et en fait le package avec les fontes utilisées par l'outil a été supprimé par le système. Donc ça c'est un peu dommage, et ce genre de choses c'est typiquement ce que permet Docker de régler, puisqu'on contrôle notre environnement, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on n'a pas aussi. Donc voilà. Je vais... hop. Alors oui, non, j'allais te passer la parole, mais effectivement, il manque un petit slide encore. Donc pourquoi, effectivement, pour partager des environnements entre le dev, les exploitants, les intégrateurs, les testeurs, bref, toutes les équipes qui font de l'IT au sens large, mais être sûr surtout que tous ces gens-là ont la même chose. Et c'est ça le vrai souci de Docker. Après, il y a une notion de virtualisation. Alors, je sais pas, est-ce que déjà la virtualisation, ça parle à tout le monde ici? Qui connaît? Est-ce que vous pouvez lever la main juste pour voir déjà à peu près? Ouais, à peu près tout le monde, ok. Donc, alors juste pour voir un peu, doser un peu la salle, si je vous parle de virtualisation type bar métal, ça vous parle ou pas du tout? Non? Hyperviseur de type 1, type 2? Un petit peu, si, quand même. D'accord. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs types de virtualisation. La virtualisation où c'est géré, en fait, c'est une grosse machine qu'on achète avec un hyperviseur, il n'y a même pas d'OS, et dessus on plug des OS, des environnements. Ça, c'est vraiment les hyperviseurs qui coûtent très cher. Les hyperviseurs un petit peu moins chers, c'est ce qu'on voit avec du VMware, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un OS de base, dessus on rajoute un hyperviseur qui va nous ajouter une couche d'abstraction, puis derrière on va rajouter un OS. Alors là, ça marche bien, et on en trouve plein, mais par contre c'est super lent. Et en fait, ce que propose Docker, c'est une approche assez proche de tout ça, c'est assez différente de tout ça, c'est une notion de conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, le noyau Linux de base propose une bibliothèque de fonctions qui permettent de faire de la virtualisation. Et tout simplement, donc c'est par exemple ce qu'on appelle les C-groups pour la gestion de fichiers, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont branchés là-dessus pour proposer une notion d'environnement, de conteneur séparé, mais sans cette surcouche d'hyperviseur qui fait de la transco, hein, qui fait de la conversion. Là, clairement, notre noyau Linux, on le partage entre l'OS et notre conteneur. C'est le même.
Par contre, effectivement, il y a des choses, c'est-à-dire que on encapsule quand même des choses de manière complètement séparée. Le système de fichiers, le réseau, on peut choisir de le partager ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut parler même de l'interface graphique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont amusés à mettre dans du Docker des interfaces graphiques, donc pour montrer qu'on peut aller quand même assez loin dans ce qu'on peut mettre dans un conteneur et ce qui ressort du conteneur. Voilà, on peut les connecter entre eux, etc. Bref. Hop. Alors, ouais, comment on fait ça? C'est ce que je viens de dire, en fait. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça de manière assez simple. Ils ont utilisé un gestionnaire de conteneurs qui existait déjà, qui s'appelle LXC, qui est un truc assez classique, qui marche très bien sous Linux, mais qui a l'énorme défaut d'être extrêmement difficile à configurer. Enfin, plutôt difficile à configurer quand même, je vais aller un peu plus mollo. Et l'idée, c'est qu'ils ont pris un concept qui existait déjà sur Vagrant, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les Vagrant Files. Le principe, c'est qu'on définissait son environnement et on lui disait, vas-y, construis-moi mon image. Et en fait, ils ont allié les deux bonnes idées, à savoir la partie conteneur léger, donc la partie où on utilise le noyau Linux, et en même temps, la partie, comment dirais-je, gestion de tout ça avec la définition de son environnement, comme si on faisait du code source, quoi, et qu'on peut versionner, qu'on peut partager. Voilà. Et après, alors, un petit détail qui est sympathique, ils ont essayé de prendre des choses, des typologies, enfin des concepts qu'on connaît plutôt bien avec des outils classiques, à savoir, ils ont donné en fait, en gros, des notions de ligne de commande à la Git. Donc, en fait, on va pusher et prendre une image, donc push-pull, on retrouve le même concept quand on va définir une image. Après, on va avoir un repo local où on va pusher notre image, on va dire tiens, je veux la définir et la publier pour les gens, et à l'inverse, on peut aller la récupérer pour la prendre en local. Donc ça, c'est le même principe. Et donc de ce fait-là, ils ont créé aussi des repos de sources. Donc ça, c'est le registry Docker, en fait, où il y a plein de gens qui ont posé déjà des briques logicielles préinstallées qu'on peut utiliser, qui sont utilisables directement. Donc ça, c'est très pratique, ça fait gagner énormément de temps. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans la démo. Alors, je vais te laisser reprendre la parole. Hop. Ah oui, c'est vrai, parce que ça. Donc je vais vous faire un petit aperçu de Docker, comment ça marche en vrai, vraiment sur la machine. Donc là, voici une commande classique pour faire, avec Ubuntu, un echo hello world. Qu'est-ce qui se passe? Donc sudo docker, alors le sudo n'est pas forcément obligé de le mettre, ça dépend de la configuration, il y a des petites astuces, bon bref. Le run, je veux lancer quelque chose. Ubuntu, c'est le fameux registry Docker dont parlait Guillaume, en fait c'est un espèce de gros GitHub pour Docker, il va aller récupérer une image Ubuntu. Par défaut, il va prendre la dernière version d'Ubuntu sur ce grand repo, et il va la récupérer, il va la lancer, et il va exécuter hello world. Ça c'est le fonctionnement basique, on pourrait exécuter d'autres commandes de ce style. Voilà une commande un peu plus intéressante. Là, on veut entrer dans un Ubuntu, donc on a les options -t et -i, donc qui nous permettent de récupérer en fait un bash, un prompt, et de pouvoir interagir dans son Ubuntu. Donc là, on se retrouve vraiment dans une machine, dans son environnement, qui est partagé avec notre hôte, mais on est dans un environnement clos, où on peut faire tout ce qu'on veut avec tous les droits dont on a besoin, puisqu'on est root d'entrée de jeu. Je vous montre. Alors, ça en notre commande. Donc là, par contre, c'est à l'inverse, je voulais vous montrer ça, je trouve ça intéressant, c'est pour lancer un démon cette fois-ci. Donc on va se retrouver toujours avec notre base de sudo docker run, on a le -d pour lancer un démon, on a notre -p, ça c'est intéressant, c'est pour exposer des ports. Donc là, en l'occurrence, j'expose le port 80 de mon conteneur, sur le port 4700 ED de mon hôte. Donc autrement dit, sur mon navigateur, je taperai localhost 2.4500, etc. pour accéder à ma machine. Là, Maria page 2, ça c'est une image que moi j'ai créée, que j'ai compilée un peu avec Docker, on reviendra dessus après, et qui est enregistrée dans mon repo local. Ça ne va pas chercher sur le registry Docker distant. Et ensuite, simplement pour montrer qu'on peut donner des noms à ces conteneurs. C'est intéressant de donner des noms à ces conteneurs parce que, comme disait Guillaume, Docker fonctionne un peu comme Git. Il va mettre des SHA, des SHA-1 pardon, sur les conteneurs, et on peut manipuler avec ces SHA-1, mais on peut aussi manipuler avec les noms, c'est un peu plus pratique. De la même manière, d'ailleurs, juste un petit ajout. Donc là, vous imaginez bien, il y en a un sur le port 80, ça veut dire qu'on peut potentiellement en lancer 10 Apache qui vont faire des choses différentes, qui sont tous configurés pour être sur le port 80, mais qui vont se lancer qui vont s'exposer sur un port différent. Donc c'est intéressant, c'est d'avoir vraiment, là on voit la virtualisation.
Typiquement, un exemple, chez Voyage SNCF, on a mis en place sur une machine, on a lancé plusieurs Dockers avec une image qu'on a construite, et on expose le port, pas le port SSH, on l'expose sur différents ports, comme ça un développeur peut se connecter à une machine où on lui a donné le port, un autre développeur va se connecter à une machine sur un autre port, et ça va accéder au final au même environnement construit, mais il peut faire dedans ce qu'il veut, et comme c'est des démons, ça tourne toujours derrière et ça retient ce qui s'est passé. Ça, c'est un exemple de choses qu'on a fait. Donc là, voilà des commandes un peu pour manipuler, par exemple, sur un Apache. Donc, on peut redémarrer son Apache si on a un problème, hein, ça c'est classique. Et on peut l'arrêter, donc là, ce qui se passe en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un Docker stop Apache 2, il va arrêter votre machine. Il n'y a plus d'Apache qui tourne, le port est plus accessible. Mais Docker a retenu la machine, il a gardé une image de l'état de la machine au moment où vous l'avez arrêté. Quand on fait un Docker stop Apache 2, il est toujours là quelque part et il est possible de le relancer. Donc là, c'est pour ça que je montrais cette commande, c'est pour expliquer ça, c'est qu'ensuite, on peut supprimer ce conteneur enregistré qui ne tourne pas, mais on peut aussi le sauvegarder, en faire un espèce de commit. On peut committer l'état là et dire je veux conserver ça avec des systèmes de tag et de versionnement, un peu effectivement comme Git. Donc là, je vais vous parler plutôt de Dockerfile. Donc le Dockerfile, c'est un fichier de texte, tout bêtement, qu'on peut versionner, comme disait Guillaume, pardon. Et c'est vraiment ce fichier-là qui décrit l'environnement que je vais avoir. Donc voilà, au début, on choisit son environnement de base. Donc là, au passage, on dit from Ubuntu, donc on retrouve mon Ubuntu de tout à l'heure, sauf que là, on lui précise une version. Je veux toujours partir d'une 14.04. Donc à partir de ça, on sait qu'on a toujours la même base. Ça ne bougera pas. Ça, c'est une bonne pratique de setter les numéros de version pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, il y a une notion de cache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, si on crée 15 images qui se basent sur la même version, de la même manière que Maven, il a un repo local, et ce repo local, il le réutilise. Voilà. Donc ouais, en fait, effectivement, Docker va récupérer l'image Ubuntu 14.04, et quand on télécharge des images un peu plus compliquées, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il va télécharger, c'est toujours une construction, donc il va télécharger Ubuntu, et puis il va ajouter des couches, et il va ajouter des couches, et c'est là où le système de cache est assez efficace. Je reviendrai sur ce point-là quand on aura un peu avancé. Donc là, voilà, dans un Dockerfile, comment ça se passe? On met run, et on met ensuite les commandes. Une bonne pratique consiste à mettre des commandes, enfin, on ne va pas faire un run apt-get update et un run apt-get upgrade ou install. Pourquoi? Parce qu'à chaque ligne du Dockerfile, Docker va jouer avec le cache. Il va mettre en cache chaque ligne. Autrement dit, il a mis en cache, comme disait Guillaume, le Ubuntu 14, il va mettre en cache l'opération de faire un run, il va mettre en cache les autres opérations, et si on veut modifier ce Dockerfile, si on modifie que les dernières lignes, ben, il ne va pas rejouer tout le Dockerfile. Il va reprendre au niveau où il a caché, et il va jouer le reste. Donc là, voilà, pour vous montrer d'autres choses sur le Dockerfile, bon, c'est des commandes toutes simples. Et on peut ensuite s'amuser aussi dans un Dockerfile à déclarer des variables d'environnement. Par exemple, c'était la variable d'environnement de Apache logdir. J'ai d'autres exemples. On peut s'amuser à jouer dans un Dockerfile avec son hôte. Là, cette commande-là, je lui dis, ajoute le fichier sshkey.pub et je mets ça dans mon conteneur. Ça permet entre autres de s'amuser avec des choses SSH, d'envoyer une clé. Donc là, la même chose, on télécharge un fichier directement et on va le mettre quelque part dans le conteneur. Donc c'est toujours la commande mon hôte, mon conteneur. Et là, on déclare un volume, donc ça va être un volume qui va être accessible depuis son hôte par la suite avec des commandes. Le système de fichiers dans Docker n'est pas accessible par l'hôte, en théorie. Donc pour pallier à ce problème-là, on peut avoir envie de partager des fichiers ou de récupérer des choses. Par exemple les logs, on déclare le volume log dans le Dockerfile et on va pouvoir récupérer ces fichiers par la suite. Donc là, un autre exemple, on expose le port 22, et à la fin de notre Dockerfile, on joue une commande qui permet, là pour l'exemple, de lancer un serveur SSH. Donc par exemple, c'est pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, si je me dis le port 22 c'est pas bien, je veux changer, je vais mettre le port 24, à chaque fois je vais dire à Docker, rebuild-moi l'image, il va aller directement à la ligne où on déclare le port, il va juste changer le port, et ça va vous faire gagner un temps fou dans votre construction d'image. Parce que ce qui prend du temps, là, c'est évidemment le téléchargement de l'image d'Ubuntu. Ah, le téléchargement de l'image d'Ubuntu, alors juste violent. Et quand on fait un apt-get update, upgrade, il recommence à chaque fois toutes les opérations, ça prend un peu de temps. Je vais laisser Guillaume vous montrer un peu mieux. Alors, ce qu'on peut faire un petit peu avec ce qu'on peut faire assez facilement en fait avec des outils. T'as mis un terminal dessus ou pas? J'en ai mis plusieurs. Hop. Normalement, t'en as un sur les grands écrans. C'est celui-là. Voilà, magnifique. Voilà. Alors, le concept, là, tout bêtement, ce qu'on a fait, je vais vous montrer un petit peu. Oui, CTRL+, je suppose. Ouais. Voilà, magnifique. C'est bon?
Lisible? Super. Donc l'idée en fait c'est tout bête. On a fait en fait deux fichiers shell ici. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans pour comprendre un petit peu à quoi ça sert. On a lancé, donc en fait, je sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé Graphite ici. Oui, non, un petit peu. C'est juste l'applet à utiliser. C'est un outil à installer, pardon. C'est un outil en fait qui permet, c'est une base de données en fait qui permet de faire des rendus des charts, c'est-à-dire des graphes. Sauf que cette base de données, elle est faite en Python, je crois. Oui. Et c'est une version de Python en plus assez vieille, je crois que c'est à 2.6. Et donc c'est juste l'applet à installer parce que généralement les systèmes ont des versions plus récentes, qu'il y a toujours des libs, on a besoin de droit root pour installer des libs dans les lib systèmes. Donc c'est un peu l'applet. Là, l'avantage, en fait, hein, c'est que, alors, je vais... Graphite, c'est bien. Graphite. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc tout bête. Hein. J'ai juste créé un graphite et je lui dis, bah tiens, utilise une image qui existe déjà. Donc, l'image qui existe déjà, ça, je peux vous la montrer. Hein. Alors, justement, ça va être l'image qui existe déjà, va être dans le registry Docker. Sur voilà, donc là, on peut la voir. Ah, mince. F11. Ah, là, c'est la catastrophe. Ça, c'est le truc de... Non, loupé. Loupé. T'es beaucoup trop bas. Je suis trop bas. Ah oui. Vas-y, rends-moi la main, toi. Oh, l'effet démo, c'est monstrueux. Attends. Hop. Tac, chope tout en haut. Et baisse la souris. Tiens, cliquez tout en haut. Non, ça marche pas. Pas dans l'onglet au-dessus. Encore au-dessus. Ah là, merci. Donc c'est ça que je disais. Merci. Je vais remettre en plein écran, ça, par contre. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que registry. .docker machin, il va y arriver. Bon, au pire je vais le taper, il va aller chercher sur Google. Allez, vas-y. Registry. Donc ce registry, dans ce registry quand même on va retrouver des images plus ou moins officielles Docker. Donc c'est des environnements généralement très légers. Par exemple Ubuntu, clairement il n'y a que Ubuntu. Il n'y a rien de plus. Et on va trouver par contre des contributions de différents utilisateurs. Donc effectivement, des images graphites, des images des Apaches, que sais-je encore, tout plein de choses qu'on peut aller directement chercher. Et il n'y a pas... on peut aller voir sur le site, là, ce que va vous montrer Guillaume, voir un peu comment il construit l'image. Mais pour la plupart des images standards, par exemple un Apache, on peut faire confiance et faire un Docker run Apache et il va se débrouiller pour aller chercher la bonne image. Voilà, par exemple graphite. Ouais, on a une liste au passage de... Il nous en donne déjà une tripotée. On lance la première, voilà, direct on tombe sur un projet, ils nous disent comment le lancer, ils nous disent comment ça se construit, en plus comment ça a été fabriqué, donc on a l'image du Dockerfile, comment il a été fait, et on peut regarder des détails sur la manière dont ça a été, la manière dont ça a été buildé, c'est-à-dire les différents SHA-1, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, qui est géré par les caches. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça fait gagner du temps, et ça en plus c'est sympa, c'est que souvent aller chercher des images qui nous permettent de faire exactement ce qu'on veut. Donc on va gagner énormément de temps. Bref, je repars sur la partie... Hop, voilà. Il va arriver à nous rendre la main quand même. Tac, démo monitoring, voilà. Donc ici, ce que je disais, c'est voilà, on a vraiment utilisé l'image de base, on n'a rien inventé d'exceptionnel. Et on lui dit simplement, bah vas-y, lance-moi une image de graphite. Donc là, hop, fatal conflict. Bah oui. Donc là, on voit qu'il nous dit, bah non, ça existe déjà. Donc quand on voit, bah oui, effectivement. Donc là, il faut faire un petit Docker. On va faire un stop de Palo IT graphite. Il doit déjà être stoppé. Oui, hop, non. Alors, je dois avoir mal tapé. Palo IT. Ah oui, bah c'est ça. Merci. Et donc, remarquez, non, en fait, je vais juste le redémarrer. Ça ira plus vite. Et bref, tout ça pour dire, derrière, ce que ça me permet, donc ça me permet d'exposer. Donc c'est ce que je montrais juste avant. Tac. NES. Voilà. Donc j'expose par exemple sur le port 80 le graphite et on peut le retrouver ici. Oh, putain, c'est pénible. C'est pénible. Hop. Je disais donc. J'expose sur le port 80, donc localhost 2.80. Normalement, ça doit fonctionner. Merci. Et donc là, on a un graphite qui tourne tout de suite. Donc ça, c'est juste déjà du plaisir.
Après, Graphite, le problème, alors, là on le voit pas forcément, mais c'est un système qui permet en fait de faire des graphes. Donc je vais essayer d'en ouvrir un pour voir un peu la tête que ça peut avoir. Loupé, j'ai forcément ouvert un où il n'y a rien dedans. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a une image de graphite un peu particulière où il y a déjà des données qui sont envoyées, des stats qui envoient les stats entre autres sur l'usage du CPU et de la mémoire. Là on le voit, il y a un trait à 3, bon, voilà. Mais là c'est pas très lisible, mais bref, c'est un graphite qui de base publie des choses. À partir de là, ce qui va être plus intéressant, et c'est là où Docker en fait a un vrai intérêt, c'est qu'en fait en même temps, on peut lancer d'autres outils et les faire bosser ensemble. À savoir, là, je vais lui dire, maintenant, c'est bien joli, mais moi, dans mon graphite, j'ai des informations. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ces informations, elles soient publiées sur un autre outil, à savoir Dashing. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Dashing dans la salle? Pas du tout. Bon, c'est un truc qu'on commence à voir un petit peu. Il l'utilise chez SNCF, mais il l'utilise aussi chez Mythic. J'ai vu aussi chez... il y a plusieurs équipes de dev côté web qui l'utilisent. En fait, c'est un outil de reporting télé. Donc c'est assez sympa, ça permet visuellement de montrer ce qui marche et ce qui va ou ce qui ne va pas sur un projet. Je connais beaucoup d'équipes qui utilisent ça, comme ils mettent une télé en fait à l'entrée de leur open space, et ils ont tout de suite les indicateurs, voilà, j'ai tant de tests fonctionnels qui fonctionnent, j'ai tel pourcentage de code qui est qualifié, voilà, ce genre de choses. Donc là par exemple, je vais passer très rapidement, mais on reprend une image Dashing de base, je la configure simplement pour dire, moi je voudrais récupérer, exporter en fait tous les répertoires, donc dashboard, job, config, public, widget. Donc j'en fais des volumes. Ces volumes-là, je les récupère en local et après je les branche sur mon home local. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant. Tac, je vais revenir ici. Donc là, maintenant j'étais sur mon localhost. En fait, j'ai exposé Dashing dans le même conteneur. En fait, je leur ai fait partager leur bridge, leur réseau. Je ne sais plus si j'ai mis sur le 3030 ou sur le 8080. 8080, très bien. Donc, hop, voilà. Non, localhost.com, oui, ça marche beaucoup moins bien, effectivement. Tac. Et on va virer aussi www. Merci, j'adore Firefox, c'est vraiment de la balle. Oui, d'accord, à chaque fois il fait la complétion, donc il veut pas. Ah, je vais y aller exactement. Localhost 2.8080. Non, donc il ne doit pas être démarré. J'ai pas dû le lancer, effectivement, c'est possible. Alors, tac. Launch machin. Alors, je vais faire un petit Docker PS pour vérifier déjà ce qui est up, simplement. C'est comme un système, en fait, on voit ce qu'il y a dedans. Là, ce que je vois, c'est que il y a un dashing qui est déjà lancé. Il expose sur le port 3030. Et là-bas, c'est 80-80, 30-30. Bah si, normalement, il devrait être lancé. Donc, je vais juste le redémarrer. Il doit avoir une bricole. Donc, je fais un bot stop. Donc là, on peut soit passer par le SHA-1 qu'on voit ici, en fait. D'accord? Soit par le nom de l'image, tout simplement. Donc, le nom de l'image, c'est... évidemment, on le voit, si on le voit là. Avec les retourlines, c'est un petit peu difficile à les lire. Mais voilà, on peut très bien... Hop. Hop, stop. Voilà, donc là, il a été arrêté, normalement. Merci, donc on ne le voit plus. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il est arrêté, mais il y a toujours cette image de ce dashing, de ce conteneur, il est toujours là. Et on peut avoir des conflits comme ça en essayant de vouloir recréer l'image. En fait, Docker a dit, je l'ai déjà, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais. Alors, est-ce que la souris va revenir? Ouais, merci. 2 points, donc je disais 80-80. Ce serait sympa. Ouais, voilà. Donc là, le principe, c'est cet outil-là, en fait, c'est un outil un peu à la Windows 8. Qu'est-ce qu'il fait? Dans Graphite, il va aller choper ces indicateurs-là qui sont remplis déjà de base par Graphite. Et simplement, je vais aller les grapher. Donc ça, en fait, c'est très très simple à faire. Comment on l'a fait? Je vais vous le montrer. Hop. C'est ça? C'est ça. Merci. Donc l'idée, en fait,
Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Docker CP où je copiais tout ce qu'il y avait dans l'image à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, de base, une image contient des fichiers. Mais de base, moi, si je veux faire un volume, donc si je veux pouvoir modifier ces fichiers, soit je les modifie dans l'image, soit deuxième choix, je les extrais de là et je branche mon système de fichiers local dans mon conteneur. Mais mon conteneur, si je branche directement, en fait, il n'a pas les fichiers qu'il avait dans l'image. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de volume surcharge ce qu'il avait à l'intérieur de son conteneur. Donc c'est pour ça qu'avant, quand on veut récupérer, par exemple, de la config et l'extraire d'une image et la surcharger, il faut toujours la copier avant de faire un volume, de la surcharger. Et alors, donc l'idée, en fait, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? J'ai ajouté deux choses. La première chose, dans les dashboards, alors, on a ajouté en fait un petit dashboard tout bête. Alors ça c'est du Ruby. En fait, en gros, c'est du bête HTML où on dit voilà, tiens, voilà la tête que ça a. Et en fait, il a une notion de data row, de mapping entre des événements qu'il reçoit. Et en fait, Dashing fonctionne comme ça, c'est-à-dire c'est une notion d'événement. Il a un, comment on appelle ça, c'était très à la mode il y a quelques temps, c'est tout ce qui est événement HTML, là, ce qu'on reçoit. Pardon? Ouais, tout à fait, WebSocket. En fait, ça base là-dessus, c'est qu'il reçoit des événements en live, en continu, il s'abonne dessus, et il met à jour son dashboard. Donc tout bêtement, son dashboard, j'ai juste rajouté en fait après un job. Donc ça, hop. Là, j'ai fait un truc qui va tout simplement, alors là, il faut coder un petit peu quand même, mais j'ai fait un truc qui en Ruby va récupérer une URL dans Graphite. Je lui dis, bah tiens, je récupère, donc Graphite, en fait, il propose un service REST. Donc, service REST, je récupère du JSON. Mon JSON, je le lis et je le repush des événements. C'est ce que je fais à toute fin. Où est-ce qu'il est? Voilà. À toute fin. Une fois que j'ai récupéré mes valeurs dans Graphite, simplement, je l'envoie comme un événement. C'est quelque chose, enfin voilà, là, j'ai utilisé un outil. En fait, finalement, ce que j'ai utilisé dans l'outil, j'ai fait 0 install. J'ai codé 2 scripts et j'ai déjà un dashboard qui me prend des indicateurs sur ma machine et qui me permet en live de les suivre. Ces outils-là, moi, en plus, ce qui m'intéressait, c'est que nous, comme on l'utilise vraiment en prod, ce truc-là, en fait, nous, on l'utilise pour des indicateurs fonctionnels chez VSCT, enfin, voyagesncf.com. L'idée, c'est qu'ils voulaient avoir des indicateurs qui étaient un peu plus poussés que ça. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, c'est qu'en bas à gauche, là, ce petit indicateur-là, il soit coloré. Donc, tout simplement, en fonction de la valeur, on le colore. Et en fait, quand on veut développer sur un outil comme ça, qu'on ne connaît pas, sur une base de langage qu'on ne connaît pas, Docker, c'est vachement pratique. Parce que là, tout ça, c'est des petits scripts Ruby, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout bête, hein. J'ai fait une copie. J'ai été voir comment ils faisaient leur widget. Non, less, ça ne va pas très bien marcher sur un répertoire, effectivement, je suis d'accord. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait les différents widgets. Il y avait un widget qui s'appelait Hotness. J'ai pris le truc, j'ai dit c'est rigolo, c'est un GitHub en fait que j'ai retrouvé sur internet. J'ai cloné le Git repo, j'ai modifié pour pouvoir changer la couleur automatiquement en fonction des valeurs qu'il recevait. Donc ça c'est 4 lignes de code quoi. Et après simplement ce truc-là, je l'ai mis et je lui ai dit en gros au moment où je crée l'image, je lui ai dit maintenant tu vas aller me choper dans le GitHub, tu m'ajoutes mon code de GitHub dans mon image et hop ça y est, j'ai fait un dev qui m'a coûté même pas 2 heures. J'ai tuné un outil sur un langage que je connais pas, parce qu'honnêtement Ruby, faut pas me demander quelque chose. Hein. C'est du CoffeeScript. C'est du CoffeeScript, oui, en plus avec du Ruby. Donc bref, faut pas me demander grand chose. Sur une technologie où j'ai rien installé sur mon poste parce que tout est dans le conteneur, et ça fonctionne. C'est quand même vachement confortable. Si demain on dit on abandonne ces outils-là, on utilise d'autres outils, je supprime mes conteneurs, j'ai aucune pourriture sur ma machine. On peut très facilement repartir. Si on dit j'abandonne ça 6 mois et on reprend le projet et on repart, c'est pareil. C'est très facile de réinstaller un environnement, d'avoir un environnement dev qui fonctionne. De la même manière sur Graphite. Alors Graphite, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais l'agrégation par mois, en fait c'est 30 jours. Il ne sait pas faire. Le mois, il ne comprend pas. C'est quand même un peu dommage pour une base de données de temps. Ça, on a voulu le modifier. C'est de la même manière qu'une année, c'est 365 jours en dur. Hein. Donc, c'est une bissextile. Donc tout ça, on a voulu le modifier. C'est je sais plus du pouvoir. Là, je saurais pas dire quel langage c'est, mais on a dû installer leur truc de dev en local. On avait des volumes exportés, on a modifié tout le code, on faisait tourner les tests unitaires dans le conteneur. À la fin, les tests unitaires roulaient. On a fait bon, on va lancer l'appli, on verra bien, et ça a marché.
J'avoue, on était... mais voilà, on n'était pas très serein, mais ça a marché. Donc bref, pour faire de l'outillage, pour faire du scripting, pour faire des choses qui sont rapides, ça a une plus-value énorme pour faire des petites choses. Alors après, on peut l'utiliser pour des grosses choses, et c'est là où ça devient intéressant. Je vais revenir sur la presse. Je ne sais plus lequel c'est, évidemment. C'est l'autre, forcément. Alors, tac. S'il veut bien. Non. En fait, tu l'avais déjà ouvert. Ouais, j'ai vraiment servi à rien, en fait. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoute, je parle des outils ou tu en parles, comme tu veux. Non, je te laisse... Vas-y. Ok. Donc, juste pour dire, les gens qui font Docker, en fait, leur but aujourd'hui, c'est beaucoup de faire des choses pour le cloud. C'est-à-dire, ils essayent de dire, voilà, je vais faire de l'outillage pour déployer 100 VM Docker, pour déployer plein d'outillages. C'est pas toujours... Enfin, nous, en tant que dev, on n'en a pas toujours besoin. C'est très bien, effectivement. Nous, là, CVSCT, on est en train de mettre en place un registry privé Docker, donc une base un peu comme un Nexus ou un Archiva, ces trucs-là. On est en train de mettre en place via Puppet Docker en prod, donc ça va venir. Pour autant, déjà, c'est très utile pour tout ce qui est outillage. On gagne du temps. Eux, ce qu'ils ont essayé de faire, donc là, effectivement, ce que je parlais, c'est du registry public. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont proposé très très vite. Fig, c'est un petit truc qu'ils ont racheté, c'est une start-up. Le type doit être très content. Il a été racheté une blinde. Ce que ça fait, c'est, en gros, ils ont créé un Dockerfile au-dessus du Dockerfile. En gros, on définit des environnements entre conteneurs et il fait les liens automatiquement. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Et en plus, c'est encore une syntaxe de plus à apprendre. C'est-à-dire que c'est pas la syntaxe Dockerfile. Intérêt, bon, on en est discutable. Docker CLI, donc ça, c'est ils ont fait une API pour attaquer Docker comment dirais-je, directement en JSON. Alors là, par exemple, on voit la version de base, elle est exposée, hein, mais il n'y a pas que ça. Donc on peut tout piloter comme ça, ce qui est très pratique quand on veut par exemple, justement piloter son infrastructure avec des services, avec une application. Là, Docker, on peut le piloter intégralement en shell, en ligne de commande, via une application, c'est possible. Encore une possibilité. Après, sécurité, ça peut se discuter, mais ils y travaillent. Ils ont énormément axé les deux dernières versions de Docker, donc la 1.2 et la 1.3, et même la 1.4 là, qui vient d'arriver. Clairement, ils étaient très critiqués sur la sécurité. Ils ont énormément blindé ce côté-là. C'est pas fini. Et clairement, évidemment, le point d'accès principal du truc, c'est toujours le démon. Puisqu'il ne faut pas oublier que Docker, c'est un gestionnaire de conteneurs. Comme tout gestionnaire de conteneurs, il a une sorte d'hyperviseur, en l'occurrence le démon Docker. Si on passe sur le démon Docker, si on a l'entrée sur le démon Docker, c'est fini. On a accès à tous les conteneurs, à ce qu'on veut. Donc il faut en être juste conscient. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après, je ne sais plus s'il faut descendre ou non, ça n'a aucun intérêt. Je vais passer, comme ça on gagne du temps. Internal Tools, hein, parce que je préfère vous montrer des démos, je trouve ça plus intéressant et plus concret sur réellement ce qu'on a mis en place que de vous parler d'outils. Qu'est-ce qu'ils ont créé d'autre? Alors, Docker Machine, ça c'est ce qui vient de sortir. Ils en ont juste parlé au dernier DockerCon. C'est un truc pour créer des images à la volée. C'est très pratique, je pense, quand on a une infra gigantesque. En l'occurrence, j'ai essayé de le lancer. J'ai pas compris encore comment trop ça se lance. Donc je vais être honnête, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Docker Swarm, donc tout ce qui est gestion de cluster, ça par contre, ça a vraiment un énorme intérêt. De la même manière, ils ont une sorte de concurrent, pas vraiment, qui est Kubernetes. Donc ça, on en parlera après tout à l'heure, mais c'est en gros quelque chose qui permet de gérer. C'est Google en fait qui utilise ça, qui a proposé ça. Eux, ils utilisent Docker en prod dans leur App Engine. Et Kubernetes leur permet de gérer des conteneurs Docker sur une ferme de serveurs énorme, quoi. Donc en fait, on va dire, tiens, j'ai besoin de lance-moi 4 machines avec telle image. Et pouf, il spawn automatiquement les VM, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Kubernetes, il se branche sur un cloud Google, mais il se branche aussi sur un cloud Amazon, il se branche aussi sur un cloud OVH, enfin ce que vous voulez, quoi. En gros, il y en a plein derrière. En OVH, je crois que c'est pas vraiment le cas. Mais en gros, ils ont tous les géants américains, ça marche. Les trucs un peu moins connus, Sioux, etc., vous aurez peut-être un peu de boulot à faire. Mais ça permet de gérer des VM et de les commander hyper facilement. Docker Compose, ça c'est un peu la même chose que Fig. Donc j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire justement pour remplacer Fig, parce que Fig n'a pas du tout pris. Ils ont racheté ça à prix d'or et ça n'a pas trop marché. Et Docker Hub Entreprise, en fait, c'est une sorte de PaaS de Docker. En gros, ils proposent des images Docker un peu sur du cloud pour les entreprises. Alors, il y a une notion de consulting, enfin, il y a plein de choses dedans. Bon,
Je pense que pour l'instant, c'est pas encore, ça vient de sortir, quoi. Donc, il faut attendre un petit peu quelques-uns vôtres et puis aller voir après ce que ça donne. Par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des tools externes. Donc, évidemment, il y a un écosystème qui s'est créé autour. Alors là, je vais peut-être te laisser t'en parler, non? Ouais? Non? Comme tu veux. Bon, allez. Donc, tout ce qui est partie CoreOS. Donc, CoreOS, en gros, c'est des gens qui ont fait une distrib. Tout simplement, les conteneurs ont besoin d'avoir une distribution à l'intérieur, quelle qu'elle soit, et à l'extérieur, on a aussi besoin d'une distribution qui contient le conteneur. Donc CoreOS, ce qui est sympa, c'est que c'est une distrib qui nativement prend en charge Docker, mais en plus gère une notion de service. Donc par exemple, elle va toujours lancer et relancer les services quand on les coupe. Alors ils utilisent systemd, là c'est les trucs... c'est les services Linux, ça je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent. Ce qui est assez sympa avec les nouvelles versions, donc c'est le nouveau initd. Bah, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dedans on peut ajouter par exemple, tiens, écoute le port 80, puis quand quelqu'un t'appelle, tu me démarres le serveur Apache. Quand même vachement pratique. Et bah, ça en fait, donc CoreOS, il le gère nativement. Donc il va permettre par exemple de lancer une image Docker assez facilement. C'est assez splendide, quoi. Imaginons on a des serveurs de test, quand personne ne les utilise, aucun intérêt de les démarrer. On a des testeurs qui ont une campagne de test à faire, ils appellent, ça démarre. Ça démarre, ça répond. Alors évidemment, le premier appel est peut-être un peu long, mais les suivants, ça tourne. Et automatiquement, on peut dire, bah, tiens, couple-le-moi dans 30 minutes s'il n'y a pas d'activité. C'est des fonctionnalités quand même assez avancées qui permettent de faire de la vraie virtualisation. Parce que la virtualisation où tu lances 50 VMware et puis bah, en fait, il n'y a plus de place en RAM, merde. Bah ouais, mais en même temps, personne n'utilise les VM, il y a 3 utilisateurs. What the fuck. Bref, Projet Atomic, c'est un concurrent de CoreOS, dans le même genre. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de CoreOS, Atomic, j'en ai moins entendu parler. C'est Red Hat, tout à fait, ouais. C'est Red Hat. CoreOS, on en entend bien parler parce qu'ils font du bruit, puis en plus, ils ne sont pas toujours d'accord avec Docker, avec les gens qui font Docker, donc c'est plus drôle. Projet Atomic, c'est Red Hat, c'est commercial. Alors, par contre, il y a du support, donc ça, c'est quand même intéressant. CoreOS aussi, mais bon, après, plus discutable. Voilà, mince, non, j'en avais d'autres en dessous. Alors, ça, c'est les images. Ça, je vais te laisser en parler parce que ça, c'est intéressant. Hop. Donc, on a beaucoup parlé du Docker Registry et des images, je vous disais tout à l'heure, des images officielles ou des images de contributeurs. Là, on vient de parler de Docker et de dire que c'est génial, on fait plein de choses super rapidement, super pratiques. Ça, c'est dans la théorie, mais c'est pas forcément vrai de vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que Docker, c'est un peu... je vais dire ça un peu méchamment, mais c'est un peu de la bidouille de Linux. Donc des fois, il y a des choses, un exemple tout bête, le SSH qui ne marche pas par défaut. Pour pallier à ça, c'est un exemple, le SSH. Il y a plein d'autres choses qui sont, les initd, entre autres, ils ont un peu trituré le système pour faire marcher les choses. Donc du coup, voilà, il y a comment dire, il y a pas des failles, mais des difficultés quand on travaille avec Docker. Et il y a des gens qui ont pallié à ces difficultés-là en proposant des images, se basant sur une Ubuntu, sur une Debian, sur une CentOS, et qui règlent tous ces problèmes-là, entre autres Fusion, pas Image Docker, qui vont vous offrir, alors j'aime beaucoup l'exemple du SSH parce que c'est simple, mais voilà, un support SSH tout de suite avec une clé publique qu'on intègre, etc. Ils vont aussi offrir, je parle Fusion, on va de toute façon aller tout à l'heure sur la page guide. Fusion, ils ont aussi mis un système, on a vu une image Apache tout à l'heure. Fusion, ils ont mis un système où ils ont dit, tu mets dans un dossier ce que tu veux que je démarre, tu l'installes dans ton Dockerfile et après il prend le relais, il va démarrer le serveur tout seul, il va vérifier que le serveur est démarré constamment, il va faire en sorte que la machine tourne et il va la piloter et la gérer beaucoup mieux que Docker ne le fait à la base en fait. Et ça va retirer une couche de responsabilité à la personne qui gère ces conteneurs Docker. Ça c'est beaucoup utilisé par chez nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Après, alors Kubernetes, j'en ai un petit peu parlé. Apache Mesos, c'est une surcouche qui a été faite par Apache. Oui, pardon. Alors, Kubernetes, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc ça pilote un ensemble de VM. Apache Mesos, c'est un peu la même notion, mais par contre, c'est piloté par les ressources. Donc ça, c'est intéressant quand on fait du machine learning ou des choses comme ça, quand on fait des calculs, parce que simplement, on va lui dire, voilà, j'ai besoin de tant de RAM, tant de CPU. Lui, derrière, tu lui dis juste ça, et lui, il se débrouille, il pond des images Docker sur des machines. Alors, il faut lui donner une topologie d'un environnement, effectivement, lui donner des machines, mais après, lui, il se débrouille tout seul. Et en fait, c'est complètement transparent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on fait du calcul ou des choses comme ça. Bon. C'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à, par exemple, VMware, quand on installe un OS, on a une VMware Workstation, par exemple, on lui dit, crée-moi une machine, ça va être une Linux, tu lui assignes 2 Go de RAM, 20 Go de disque dur, et ça tourne. Docker, il prend absolument pas ça, il va
plus ou moins s'éparpiller selon ce qu'il a besoin, donc il n'y a pas de limite ou de choses comme ça. Donc on peut, voilà. Apache Mesos lui ajoute ça. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'Apache Mesos, c'est une couche d'abstraction. Donc en plus, il va pouvoir coder ça sur plusieurs. Il y a plusieurs. Enfin, il va gérer plusieurs, comment dirais-je, sous-systèmes différents, quoi. Il fait autre chose que du Docker. Donc c'est ça qui est intéressant. Derrière, il peut faire du Hadoop, il peut faire, du Hadoop pour la partie, par exemple, stockage, machine learning, etc. Quand on lui demande des ressources, il va aller gérer ça. Il y a quoi? Il y a plein de... Enfin bref, j'en ai vu plein, donc bref, c'est assez intéressant. J'avoue que j'ai pas creusé. Il y a un talk qui est assez intéressant qui a été... c'est les castcodeurs qui ont fait ça. Voilà, Sam Bessala, tout à fait, qu'on a parlé dans le dernier Cascodeur. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez creuser cet aspect-là, je vous invite à l'écouter, c'est assez juste ce qu'il explique. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, il a fait un barcamp et aujourd'hui, c'est ce qu'il utilise tout le temps, en fait. À l'époque, c'est ce qui... Voilà. Là, il s'est débarrassé de HDFS, Hadoop, tous les trucs très bas niveau. Ça n'intéresse plus. Lui, il préfère faire du haut niveau et gérer, en fait, ses pools de machines. Donc voilà. Déploiement continu. Alors ça, c'est un peu ce que je critique, justement. C'est ce qui manque un petit peu. Il y a 3 ou 4 plugins Maven pour gérer Docker. Il y en a 2 réellement intéressants. Un qui est fait par un type tout seul qui s'appelle Alexis, je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise après, donc je vais vous le montrer. Et le deuxième, c'est fait par Spotify. Clairement, ces 2-là, c'est les plus intéressants. C'est ceux qui proposent le plus de fonctionnalités, mais ça reste limité. C'est-à-dire qu'on va faire du build, du start, du stop, du RM. C'est-à-dire je supprime une image, puis voilà, quoi. C'est fini. C'est un peu... Enfin, moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Et une notion qu'on voit souvent, c'est par exemple quand on veut valider par exemple des XML ou des choses comme ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait en intégration continue. On va aller valider que quelqu'un s'est pas amusé à foutre une ligne à la con, pardonnez-moi du terme, dans les fichiers et que notre appli, elle marche plus. Et pour retrouver où est le caractère spécial ou n'importe quoi qui pourrit tout ça, c'est la plaie. Donc souvent, on va aller valider les XML. Et bien là, en l'occurrence, la validation de Dockerfile, en Maven, ça n'existe pas. Ça existe en Node. Il y a un mec qui s'est amusé à créer un petit projet NPM pour valider les Dockerfiles. Mais, assez étonnamment, ça n'existe pas côté Maven. Donc, bah nous, on l'a fait. Donc, parce qu'on trouvait ça un peu dommage. En fait, j'avais fait un article sur le blog de Palo il y a genre 6 mois en me plaignant de ça. Puis bah, quand on n'arrive pas à quelque chose, je pense que la meilleure manière de s'y retrouver, c'est de le faire. De la même manière, je suis un des contributeurs Docker, alors j'ai fait un pull request. Ce que j'ai fait, c'est simplement, j'avais un truc qui m'agaçait énormément, c'est le fait qu'il gérait très mal les drives avec des espaces. Quand on monte des drives Windows ou vos petits copains testeurs, eux, ils mettent des espaces dans le fichier, ça pose pas de problème. Mais en fait, sous Linux, c'est toujours un peu la plaie. Et ben, en l'occurrence, Docker, il plantait. Il démarrait même pas. Dès qu'il y avait un drive qui était monté, il démarrait pas. Donc, aucun conteneur démarrait. Même si on n'utilisait pas ces drives-là. Donc, c'est juste un truc voilà, assez pénible. C'est un truc qui m'a pris 20 minutes à coder ça, à corriger, c'est du Go. C'est pas la mort. Moi, je vous invite, c'est vraiment une bonne pratique à faire ça. Quand on a un projet open source et qu'on a un bug qui nous ennuie, plutôt que d'aller rechercher sur les forums, si on ne trouve pas la solution sur les forums et qu'on ne trouve pas la solution, si Google n'a pas la solution, il y a un moment où il faut peut-être un peu se retroucher les manches parce qu'on sait le faire. Enfin, en tout cas, on peut l'apprendre. Donc voilà. Bref, donc de la même manière, bah là, je sais pas si tu l'as mis là-dessus ou pas le... Non, j'ai pas mis de... IntelliJ, non. Donc bref, ce que j'ai fait, alors c'est... Ouais, non mais Hour marche pas. Hop, effectivement, c'est plus celui-là. C'est à gauche ou à droite? Droite. D'accord. Alors, tac, ta. Donc là, c'est tout bête en fait. Bah, j'ai fait un pom.xml. Ouais, ouais, bon, d'accord. Tac, presentation mode. Toggle presentation mode, s'il te plaît. Ouais, ça pète, hein. Bref, donc l'idée, en fait, c'est tout simple. C'est un plugin Maven qui existait déjà. Donc le fameux Alex Collins, je sais pas. Bref, manger du poisson. Et ce type-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait donc un truc qui permet de faire du build et de stopper, d'arrêter des images. Simplement, moi, ce que je me suis dit, c'est ça manque une notion de validation. Donc ce que j'ai fait, c'est un truc tout bête. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Merci. CTRL-Tab, là.
Ouais. Ce que j'ai fait, c'est un truc qui va simplement prendre mon Dockerfile et valider ce qu'il y a dedans. Donc assez bête, là pour l'instant, le Dockerfile il y a rien dedans. Alors oui, effectivement, vous ne voyez pas la première ligne. Ça, et bon, on parle de validation de Dockerfile, mais t'as pas expliqué ce que c'était qu'un Dockerfile invalide ou valide. Ouais, c'est pas faux. Ça peut être intéressant. Bah vas-y, explique alors pendant ce temps-là. C'est assez simple. Moi pendant ce temps-là, je vais... Donc un Dockerfile, je vous ai montré des petits exemples tout à l'heure. En fait, ce qu'on vérifie, c'est qu'un Dockerfile commence toujours par une commande valide. Donc on a vu run, add, expose, là on a cmd, from, maintainer. On vérifie simplement que voilà, chaque ligne de fichier commence par une commande valide, qu'elle est bien en majuscule. C'est simplement ça, il me semble, que tu fais pas plus de vérification dans des fois. Si, je valide que non seulement... Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Et après, il y a un ordre aussi à respecter pour être bien. Voilà. Et je pense que, je sais pas si tu fais des choses sur les runs. Bah, en l'occurrence, ce que je vais vérifier, c'est que toutes les lignes sont validées. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, j'ai fait des patterns sur toutes les commandes en disant, bah là, je m'attends à avoir un mot, deux mots, un espace, des choses comme ça. Et bah, tout ça, on le retrouve, je l'ai fait dans la validation. Je valide que le from est bien en premier, parce que tout simplement, on peut mettre des commentaires avant ou des espaces, c'est pas le problème. Mais simplement que, normalement, le from, c'est la première ligne de notre Dockerfile. Tu le mets pas en quatrième ligne après avoir fait 12 commandes add ou des choses comme ça. Donc bref, c'est des petites choses comme ça permet d'éviter qu'un type soit amusé un jour à faire un A entrée ou un truc comme ça. Ça permettra que l'intégration continue le voit tout de suite et éviter de perdre du temps. Parce que c'est quand même ça l'idée derrière. Et donc là où je voulais en venir, hop, alors, la petite démo du plugin Maven, si je trouve ma souris, merci, voilà. Donc là, tout simplement, bah, vous avez vu, il y avait une ligne incorrecte en plein milieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bon, bah, il va lancer le truc et puis tout simplement, il va dire, bah, tiens, à telle instruction, j'ai l'instruction blablabla, je sais pas ce que c'est. À la ligne 5. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dire, bon, ok, très bien, tu m'as fait, tu corriges ça, ok, et ça marche. Bah, on va vérifier. Normalement, voilà. On peut revalider la chose. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est de se dire, bah, toutes ces fonctionnalités-là, là pour l'instant, je valide juste le format. Donc là, effectivement, but de success. Je vais juste le format. Ce qui va être intéressant, c'est d'ajouter encore des fonctionnalités là-dedans. Donc moi, je vous invite, ce truc-là, je l'ai pushé sur le repo de Palo IT sur GitHub. Je vais faire une pull request sur le conteneur du type, quoi, pour qu'il l'ajoute dans ses sources. Et moi, je vous invite, entre guillemets, à ne pas hésiter à ajouter des fonctionnalités, parce que je pense que chaque fois qu'on gagne, que l'intégration continue détecte un bug avant que ça arrive sur les testeurs, c'est toujours un temps et une énergie hallucinante qu'on gagne. Donc voilà. Voilà, donc moi j'ai fini sur la partie Maven plugin. Je vais te laisser, hop, continuer. Là, juste pour conclure, effectivement, on a juste fait une validation assez basique, hein, si je puis me permettre, de l'ordre et des choses. On pourrait aller plus loin, entre autres, je parlais tout à l'heure des best practices du O-Cache. On pourrait effectivement pousser un peu là-dessus. Alors moi, je voulais vous montrer juste rapidement, pour notre image Fusion, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, bah, à chaque fois je suis... Tu l'as déjà en fait. Je l'ai déjà ouvert. Non, je ne l'ai pas. Non, mais tu cherches quoi en fait? Bah, je voulais montrer juste rapidement Fusion ce que ça fait. Enregistrer. C'est ça que je veux. D'accord. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, je suis désolé, je ne trouve plus. Bon, je voulais montrer. Bah, c'est ça que je cherche. Tu vois, je suis presque aussi boulé que toi. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, je ne vais pas détailler, mais c'est voilà, une image qui est proposée, il met la base image Docker, et pour vous montrer un peu la taille de tout ce que ça peut faire. Ça fait certains petits trucs assez sympas. Il parle de SSH dedans, il parle aussi de démarrer des choses automatiquement, et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je dois avoir un terminal qui peut montrer ça, c'est qu'en fait... Ah, puis alors, c'est pas mon PC... Fais CTRL+, déjà, ça va t'aider. C'est pas bête ça. Ça, c'est une bonne idée. Alors, CTRL++, parce que sinon, tu... C'est un clavier. Voilà. Ah oui, mais... Clavier français. Eh ben, je ne sais pas. Je suis pas dans le bon truc, là, il me semble. Ouais. Je sais pas où t'as mis ton truc, en fait. Ah ben, moi non plus, figure-toi. Tu l'as cloné ou pas? Oui, je l'ai cloné. Ça, c'est dommage. Non, mais t'as d'autres onglets encore. T'en as un tout à droite. Non, mais on va le retrouver, il doit être par là, normalement, non?
Je sais pas, il y avait des dockers, des trucs, avec barre comme démo. Ça me semble sympa. Bon, bah je ne le retrouve pas, je suis désolé. Mais si, il est là. Voilà, Docker Apache 2. Donc c'est juste pour vous montrer la. Alors, je dis pas, c'est une image qui est disponible et qui tourne aussi bien si ce n'est mieux. Mais c'est juste pour vous montrer la simplicité avec laquelle on peut faire quelque chose. Ça. Pourquoi il n'y a pas VIA lui. Tac, donc voilà, ça c'est mon Dockerfile. Donc je vous montre tout à l'heure. Je pars de ma fusion base image, je fais des updates, je déclare quelques petites choses pour Apache. Je déclare voilà, des volumes, les fameux volumes dont je vous parlais tout à l'heure qu'on pourrait les récupérer sur l'autre en cas de besoin. On expose des ports. Et la ligne en fait qui a toute l'intelligence du truc, c'est la ligne 21 où j'ajoute un fichier. Je ne sais pas si on voit bien. Je fais juste un add d'un petit fichier SH au bon endroit. Ce que va faire la base image, c'est qu'il va en fait démarrer tout ce qui se passe dans le dossier service. On peut même aller plus loin et lui dire, si on met dans un autre dossier, j'ai plus le nom du dossier en tête, mais on a pu même mettre un SH qui aurait fait l'installation de Apache. Et du coup, on se retrouve avec des Dockerfiles très simples et on peut gérer tout son environnement uniquement via SH. On remarque que la commande à la fin, c'est du sbin myinit, c'est quelque chose qui est donc écrit dans Fusion et qui va démarrer toutes ces choses-là. Et il va s'assurer que le Apache fonctionne toujours bien et qui roule toujours, quoi. Donc ça, c'est un peu pour Fusion. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Alors si vous voulez, on peut pousser le chose. Tac. Juste pour vous montrer, je vous dis pas de bêtises. Ah. C'est juste ça le point .sh. Hein. Donc on peut faire tout ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un peu pour Fusion. Par contre pour CoreOS, je te laisse. Je sais pas ce que tu veux montrer. Non, je voulais surtout en parler en fait. Mais CoreOS, la partie CoreOS, on en a quand même bien discuté. CoreOS, l'énorme intérêt, c'est surtout que tout le système de toute la distrib autour. Alors là, c'est une Ubuntu, donc j'allais pas réinstaller mon système juste pour cette démo, mais toute la partie autour pilote le Docker. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où c'est plus une machine de dev. On peut plus faire ce qu'on veut dessus. Par contre, elle contient que ce qui est nécessaire à notre gestion d'environnement et à notre virtualisation. Voilà. Alors, du coup, j'ai loupé ma petite conclusion, mais en fait, je voulais vous montrer Fusion base image. Ouais, vas-y. Je pense que c'est... Non, c'est peut-être rapide, c'est juste pour... Je pense que quand on commence Docker et qu'on arrive sur certaines problématiques, c'est le genre de choses qu'il faut connaître et qu'il faut aller voir assez rapidement parce que ça règle vraiment beaucoup de problèmes sur lesquels on a pu perdre du temps, nous. Je vais reprendre l'exemple de la connexion SSH, mais on peut s'en sortir, mais c'est assez compliqué. Ça a été pénible. Voilà, je sais, le stage fut long. Et donc, c'est le genre de choses qui se règlent très facilement avec ces images-là. Donc, c'est pour ça que je voulais la montrer et en parler un peu. Ouais. Tac. Ok. Je pense qu'on a à peu près fini. On a dû faire le tour. Il me semble que si on est bon... Ah oui, bon. Ou alors j'ai mis. Alors, on va en mettre d'autres, hein, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de toutes les mettre. On va en mettre plein, des petites références. Toutes ces références-là, en fait, c'est les différents liens qui nous ont servi à faire cette presse, mais aussi des liens intéressants sur les différents parties que je vous ai dit, genre les cascodeurs, etc., les différents articles ou podcasts ou ce genre de choses qui nous ont aidés et qui nous ont permis d'apprendre Docker. Et le double effet qui se coule, c'est que la présentation est dans le GitHub, dans le répertoire de Palo IT. Vous pouvez la récupérer sans problème pour avoir ces fameuses références. Voilà. Alors voilà, ça c'est juste pour information pour ceux qui se demandent. Ça c'est Reveal.js qui fait ça. C'est du bet HTML tout bête avec HTML5, des sections, des machins. Et ça permet de faire une présentation et que chacun contribue à plusieurs. Et ça évite de payer une licence Office pour rien. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Le déploiement des images Docker en production, ou bientôt en production, en tout cas chez SNCF, vous l'avez instrumenté comment ça se passe? Alors, le déploiement des images Docker, comment on l'instrumente sur VSCT? Alors, c'est assez facile. Ce qu'on a fait, il y a trois grosses choses. La première partie, c'est, nous, déjà, tout est sous Puppet, déjà. Donc, le premier truc, c'est déjà on gère, en fait, nos environnements déjà via un gestionnaire d'environnement, tout simplement. Donc, là-dessus, en fait, ils ont fait la possibilité, ils ont fait une recette. Non, d'ailleurs, c'est Chef ou Puppet? Non, c'est Puppet. Donc, c'est pas une recette, je sais plus quel est le terme, mais c'est l'équivalent des recettes de Chef. Donc, en gros,
ils ont défini une base d'images de machines sur laquelle on installe Docker de base. À partir de là, ce qu'ils ont fait tout simplement, ils se disent bah voilà, j'installe Docker. À partir de là, je lance un script et dans ce script-là, je lance un Dockerfile, pardon. Et ce Dockerfile, lui, il va lancer l'image. Enfin, comment dirais-je, il build l'image Dockerfile et après il va le lancer. Et ce build, en fait, il l'a stocké dans un repo privé AVSCT. Donc, il y a une partie registry privée, il y a une partie gestion de la machine. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent Puppet et Chef sont complémentaires de Docker, effectivement, parce que Puppet et Chef, ils vont gérer vraiment le bas niveau. Alors que la partie Docker, lui, va gérer le conteneur de ton application. Tu pourras comme ça gérer plusieurs applications sur la même machine. Et après, tout simplement, bah, il va chercher ces images et il les déploie en local. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a des... Donc je sais plus, c'est des entry... Il y a une instruction en fait entry point. Ouais, c'est entry point. En fait, il y a une instruction pour dire bah voilà, mon image, soit je la build et je veux en ligne de commande interagir avec, mais par défaut une image à la fin, tu peux lui dire bah quand tu as fini, tu lances telle commande. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a vu sur Apache. On a vu c'est le CMD où on met une commande qui peut exécuter, ou sinon il y a le entry point qui est pareil mais pas vraiment. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros l'idée c'est que on lance automatiquement, c'est-à-dire qu'on lui dit voilà, j'ai fabriqué une image, bah, je te la lance et quand tu la lances, elle lance le service auquel tu t'attends. Ça peut être une base MySQL, ça peut être un Apache, etc. Après, il y a plus ou moins des articles qui disent voilà, quand j'ai une application, je veux avoir un tout cohérent, donc je vais mettre dans la même conteneur ma base MySQL, mon appli Tomcat, etc. parce que tout ça c'est lié. Il y en a d'autres qui vont dire bah non, moi je veux des microservices, donc je vais gérer ça dans des petits conteneurs où je vais juste mettre ma base MySQL, mon application. Alors après, il faut arriver à les faire dialoguer entre eux, ça se passe pas trop mal. Et l'autre concept, c'est de monitorer tout ça. Le vrai enjeu maintenant, Docker, en fait, ça a été fait pour les microservices, mais pas que. La vraie problématique maintenant qui arrive, c'est sur tout ce qui est monitoring et gestion d'un cluster. Gestion d'un cluster, c'est déjà plutôt bien fait. Par contre, la partie monitoring, suivi des images, suivi des conteneurs qui run en prod, c'est ce qui manque un peu. Voilà. Et ça, j'attends de voir justement ce qu'on va mettre en place. C'est ce qui ralentit d'ailleurs la mise en place. C'est ce qui ralentit la mise en place. Ouais. Ça, et la première chose qui ralentit la mise en place, c'est Guillaume a parlé de problèmes de sécurité, mais Docker aussi, de par son concept, attaque assez bas niveau la machine et peut parfois, comment dire, tout péter très rapidement. On a eu des kernels paniques assez jolis, des fois avec des Docker, ce genre de choses. En fait, Docker sur un kernel qui n'est pas à jour, c'est pas une bonne idée. Voilà, pareil, si vous voulez faire du Docker, je vous déconseille de partir sur une Arc Linux ou ce genre de choses. Il faut partir d'un Linux assez stable, quoi, de pas partir de... Et d'un noyau plutôt récent. Ouais, c'est intéressant à ce niveau-là parce qu'ils ont un mécanisme de mise à jour. Tout à fait. Bien fait. Ouais, exactement. Ouais. Donc ouais, effectivement, CoreOS est vraiment bien pour ça. Il se met à jour et il fait des choses qui évite à ce que l'exploitant se traîne ces boulets-là. Ouais, c'est vrai. Il y a d'autres questions? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si ton compte Docker, par son nom, c'est une collision au moment de l'envoi de ton image? Parce que typiquement, tu n'as pas de groupe ID, tu as directement un nom. Qu'est-ce que ça chavanne? Ouais, tout à fait, ouais. Je te garantis qu'au moment où tu déposes ton repo, tu n'as pas deux images. Alors non, le SHA-1, il n'est pas sur... Alors, la question, en gros, c'est... je vais essayer de la reformuler pour bien comprendre ta question. C'est qu'est-ce qui se passe quand on push deux images en même temps sur le registry. C'est ça la question? Qui utilise le même nom. En fait, ça ne gère pas comme ça. Alors, tu as le registry, en fait, c'est un peu comme Git. Chaque commande, en fait, va être associée à un SHA-1, et ce SHA-1-là va à la fois va correspondre à la commande que tu viens d'exécuter et l'ensemble des commandes que tu as exécutées avant. Donc, c'est un avancement de ton projet, de ton Dockerfile, si tu veux, de ton exécution. De ton image. Par contre, le fait que tu pushes en même temps, alors on a vu, j'ai un compte à un moment pour pusher des images, machin. Chacun en fait a son propre compte. Donc en fait les images c'est comme sur GitHub, c'est slash mon nom slash le nom de l'appli. Enfin slash que tu veux en fait. Donc toi si tu publies toi-même deux fois sur ton propre compte, c'est que tu as deux mains en même temps et que tu veux faire le boulet. Mais sinon je vois pas. Après. Je vais montrer justement, tu récupères par exemple l'image Ubuntu. Ouais. Mais rien que tu te dis sur le repository central que tu n'as pas deux images identiques. Alors, oui d'accord, ta question c'est en gros, est-ce qu'il y a deux images Ubuntu? En fait, en réalité, il y a des images, alors on n'en a pas parlé, mais il y a des images qui sont officielles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom devant.
Et en fait, c'est des images officielles, donc du style Ubuntu. C'est une des images qui n'a pas de le nom / machin. Donc c'est pour ça qu'elle, elle est gérée par Docker eux-mêmes, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs. Ils ont pas de from dans le Dockerfile. C'est un truc vraiment construit à la base. Ouais, c'est natif quoi. Ce genre d'image-là, on peut pas se tromper. Après, effectivement, toutes les images sont, voilà, il y a le nom du committeur, le nom de l'image, et parfois éventuellement un tag de version, ce genre de choses. Idéalement, pas éventuellement. C'est une petite pratique. Oui. On a répondu à ta question. J'avais une question plutôt sur le déploiement. Ouais. Tu as parlé du plugin Maven. Mm-hmm. Nous, on utilise plutôt Jenkins. Ouais. Il y a quelque chose d'équivalent. Alors, il y a un plugin Jenkins que j'ai installé justement chez nous. Je l'ai désinstallé. Et j'ai utilisé le plugin Maven en fait. Déjà parce que l'avantage du plugin Maven, c'est qu'on peut l'utiliser en ligne de commande et on sait où on en est. Alors que le plugin Jenkins, on ne comprend pas ce qu'il fait. Et au-delà de ça, j'ai eu des vrais problèmes de droit dans tous les sens. Il y a un moment où je me suis dit, bon, Maven, ça a l'avantage de son en ligne de commande. On comprend ce qui se passe. Donc c'est quand même plus simple. On avait hésité à justement essayer d'améliorer ce projet-là, et c'était quand même plus compliqué à développer sur. On a regardé, Jenkins, ouais. C'est vrai qu'on a regardé. Et moi, j'étais pas du tout convaincu. Hein. Après, ça va peut-être mûrir. Hein. C'est quand même assez récent. L'écosystème bouge énormément. Il y a beaucoup de contributions. Bon. Je trouve que le plugin Maven fait déjà pas mal de choses, mais c'est un peu limité. Donc on peut ajouter des choses. Par contre, c'est vrai que le plugin Jenkins, moi j'étais pas convaincu. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé. Hein. Non, il a dû marcher. Hein. Il a dû marcher 2 ou 3 fois, puis il est parti en live, on n'a pas tout compris. C'est typiquement assez instable. Donc non, effectivement, on a préféré s'en passer. Pour je crois qu'en fait c'est ça, on l'avait installé, il marchait, et on avait fait une update, au revoir. Tout à fait. Là, on s'est dit bon, c'est bon. Donc voilà. D'autres questions? Non? Ah, vas-y. On ne peut pas créer une image Docker à partir d'une install déjà présente quelque part? Est-ce qu'on peut créer une image Docker à partir d'une... Qu'est-ce que tu entends par une install déjà présente quelque part? Tu veux prendre une machine? Avec une configuration horrible qui a mis des années à se mettre en place, et je voudrais le dupliquer dans une image Docker. Alors là, c'est la plaie. Effectivement, prendre une installation qui existe déjà et l'intégrer dans du Docker. Alors, bon, c'est la plaie, oui et non. Je vais quand même dire une petite chose. Là-dessus, justement, c'est le premier truc dont il parle sur le site de Docker. Quand on arrive sur le site de Docker.io, vas-y, roule ta bosse, voilà. Install and docs. C'est pas la première chose du coup, mais c'est pas grave. Ouais, bon, d'accord, ok. Install and docs, référence, exemple. Et voilà. Et là, quand on regarde exemple, voilà, je vais décoriser une application Node.js, voilà comment je fais, MongoDB, Redis, etc. Donc, il montre un peu comment le faire. Maintenant, moi, je vais être honnête, je trouve que c'est un peu la plaie. Après, WebSphere, je suis pas sûr qu'il y ait une image Docker. C'est une bonne question. D'ailleurs, ça, on pourrait le vérifier. Je pense pas, justement, parce que comme c'est un produit commercial, non, comme c'est un produit commercial, il va pas se retrouver là-dedans. Par contre, est-ce que l'éditeur, je crois que c'est IBM, je sais jamais, ouais, IBM, je confonds toujours avec WebLogic, donc à chaque fois donc IBM, je sais pas s'il propose une image Docker, je pense pas, honnêtement. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut ajouter WebSphere dans une image, un peu violent. Savoir que déjà une image Docker avec Ubuntu, avec juste j'ai ajouté un fichier Hello World, c'est 800 MB. Donc le Dockerfile c'est très bien parce que ça permet de se passer d'une personne à une autre très facilement et de partager cet environnement-là. Par contre, c'est clair que l'environnement il va être douloureusement lourd en termes de taille. Et je pense qu'effectivement, monter le Dockerfile de ce truc-là, ça peut être un peu pénible. Je ne le cache pas. Non, je sais pas si ça c'est une bonne partie de plaisir. Ça, oui, après, les longues c'est très pratique quand c'est déjà fait. Donc tout ce qui est open source, tout ce qui se retrouve là-dedans, c'est super. Par contre, effectivement, dès qu'on a de la conf à faire soi-même, ça veut dire qu'en gros, toutes les commandes qui ont été exécutées pour fabriquer un environnement, il faut les retrouver et les refaire. Alors par contre, les plugins Maven sont pas mal là-dessus parce qu'ils peuvent générer un Dockerfile. C'est-à-dire qu'on dit, en gros, je vais lancer une appli sur Tomcat. Et lui, en fait, il va dire, ah bah tiens, l'appli sur Tomcat. Alors, je ne l'ai pas testé, hein, j'avoue, donc je ne sais pas ce que ça donne. Mais ils essayent de faire ça pour simplifier le déploiement d'applications.
Par contre, tout ce qui est open source, effectivement, je pense que ça va être un peu plus la plaie. En même temps, bon, c'est bien de ne pas faire du web sphere. Et de la même façon, si on a déjà une image Docker, Mhm. on rentre dedans, on rajoute des choses, Mhm. on peut en Ah, ça, refaire une c'est image. une bonne question. Alors, bah, tiens, vas-y, réponds. hein. Alors effectivement, est-ce qu'on peut, en ayant créé une image Docker, est-ce qu'on peut aller modifier des choses dans cette image-là et sauvegarder le résultat? Alors sauvegarder le résultat en tant qu'image, oui, mais avoir le détail des commandes qui a été fait, non. Ça c'est le problème. Et d'ailleurs c'est un mode exploratoire qu'on a fait au début, on lance un Ubuntu, on fait du install, des bricoles, etc. Et quand on ferme le conteneur, pour peu qu'on ait fait un conteneur interactif, il oublie tout ce qui s'est passé et bah on recommence à zéro. Donc ça, c'est un truc qui, je sais pas comment on pourrait faire, mais il y a une amélioration à ce niveau-là, à mon avis. Une à bonne chercher. pratique, moi je trouve c'est pas mal, c'est on crée son Dockerfile, où on génère son environnement vide avec from Ubuntu, from ce qu'on veut, un machin, et après ce qu'on dit c'est voilà, je vais me connecter à cet environnement. Donc en fait, on peut fabriquer un démon et se connecter, ça c'est un truc qu'ils ont ajouté en Docker 1.2, pour se connecter à un démon. En fait, donc on va faire un Docker exec, ce qui va te permettre de rentrer sur une image, un conteneur qui existe déjà. Et en fait, ce conteneur-là, qui est déjà un démon qui tourne déjà, on va lui dire, bah tiens, je vais jouer telle commande, est-ce que ça installe bien ce que je demande? Et à chaque fois, moi, ce que je faisais, en fait, hein, à gauche, j'avais mes lignes de commande que j'exécutais, à droite, j'avais comment dirais-je, mon Dockerfile, et sur mon browser, j'affichais ma page, en l'occurrence sur Graphite et Dashing, c'est ce que je faisais. Et donc je faisais F5, ça marche, ok, ça marche, ça fait ce que je veux, ok, pouf, j'arrête, je sauvegarde, je relance le build, je regarde si ça refait bien la même chose. Alors il se trouve qu'une fois, j'ai pas eu ça, parce qu'il avait un problème de... je crois que c'était sur l'install initial où il avait un problème de droit à la mort moelleux qu'ils ont depuis fixé. Mais il y avait un bug là-dessus Docker, malheureusement. Mais en l'occurrence, ça marche quand même vachement bien. Mais ceci étant dit, on peut quand même sauvegarder une image modifiée, mais on perd l'historique et on se retrouve avec quelque chose de lourd et de plus compliqué à transporter, puisqu'il ne sait pas rejouer les instructions au fur et à mesure. En l'occurrence, là, on s'était échangé 800 mégas. Enfin, on avait fait comme ça, hein, parce que ça nous a servi quand même. À un moment, un mec qui avait installé une install super complexe, il nous a dit, bah voilà, j'ai fait un Dockerfile, mais en fait, je ne l'ai pas mis à jour comme il faudrait. Donc, il nous a refilé l'image 800 mégas, et on a fait des CP pour extraire les fichiers qu'il avait mis, et on a refait le Dockerfile. Ça a fonctionné à la fin, mais c'est juste un peu plus fastidieux. C'est pas forcément la meilleure pratique. Voilà. On a répondu. Je pense qu'on va vous laisser là. Une dernière question. Ah, une dernière. Alors, les perfs, je vais être très rapide. C'est un conteneur. Alors, les perfs, c'est un conteneur léger, donc ça va être globalement plus performant. Le chiffre qui circule, c'est 3%. C'est-à-dire ça bouffe 3% de tes ressources, d'ajouter ce niveau d'abstraction. Et alors c'est ce qu'on avait entendu dans les confs. Moi, j'ai pas fait les tests, hein, je sais pas ce qui s'est dit, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est de la virtualisation à la VMware, etc. C'est entre 5 et 10. Donc, puis après, niveau accès disque, etc., Docker est quand même beaucoup plus performant pour oui, parce utiliser. qu'il touche directement le noyau. Donc c'est quand même de la perf, en termes de perf, c'est sympa. Non, c'est vraiment... Par contre, clairement, si on veut faire de la perf, il ne faut pas utiliser Docker. Docker, c'est fait pour faire de la scalabilité. C'est pas la même problématique. Il faut être conscient de la chose. Je ne sais pas si je suis clair dans le propos. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous. Et puis voilà.